Salut à tous avec notre invité de French Boss cette semaine, Stéphane Benoît. On va rentrer de plein pied dans ce qu'est véritablement l'entrepreneuriat, même s'il s'agit en l'occurrence d'un entrepreneuriat teinté de patriotisme, teinté aussi d'humanisme. On va y revenir. C'est la première particularité de Stéphane Benoît. Et la seconde, eh bien, c'est que pour aller le rencontrer, eh bien, nous allons nous rendre en Asie aujourd'hui et nous allons nous rendre plus particulièrement à Singapour. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric. Singapour, on vient de le dire, on va pas souvent à Singapour, on va beaucoup aux États-Unis, on est allé bien sûr à Singapour, on est allé à Hong Kong dans le cadre de ces rencontres avec des entrepreneurs français, mais c'est vrai qu'on n'y est pas allé souvent. Je vous ai demandé de m'envoyer une photo, vous m'avez envoyé donc cette photo de Singapour, une ville dans laquelle vous êtes depuis un temps fou, et une ville qui est étroitement liée à ce qu'est aujourd'hui votre vie professionnelle. Parlez-moi un petit peu de ce que représente Singapour dans le cœur et dans la réussite professionnelle de Stéphane Benoît. Alors Eric, oui qu'effectivement, il y a plusieurs dimensions. Singapour représente une grande partie de ma vie, sans dévoiler de secret, plus de la moitié de ma vie maintenant, depuis 2 ans. Je suis arrivé ici donc en 93 et la photo que vous voyez qui est derrière vous est une photo assez récente, avec un nombre impressionnant d'immeubles, tous plus hauts les uns que les autres. Et en 93, je dirais que la plupart de ces immeubles n'étaient pas là. Et donc, Singapour, effectivement, c'est une très belle, un très beau développement depuis 25 ans, depuis 30 ans. Et au niveau du cœur, c'est une aventure qui devait durer 3 mois. Comme dans pas mal de cas. Et ces 3 mois se sont transformés en 4 mois, en 6 mois, en 1 an, 2 ans, et puis 27 ans plus tard, toujours à Singapour. Et donc, où j'ai finalement, après avoir travaillé dans différentes entreprises, j'ai créé mon entreprise. C'était en 97, 98. À ce moment-là, j'ai lancé mon entreprise en plein milieu de la crise asiatique. Donc, c'était un moment assez intéressant. Et au niveau professionnel, une belle aventure avec des hauts et des bas, des échecs et puis heureusement quand même quelques réussites sur la durée. Stéphane, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous venez de nous dire, des échecs, des réussites. Racontez-moi quelle a été la carrière de Stéphane Benoît et qu'est-ce qui l'a amené, avant qu'il devienne entrepreneur, qu'est-ce qui l'a amené à ce choix de devenir entrepreneur? Alors, la carrière plutôt classique, démarrage en France où je suis né, où j'ai été élevé, en France et à Paris en particulier. Donc, j'ai démarré dans une grande multinationale à l'époque, qui avait son siège à Paris et qui m'a envoyé à Singapour, donc il y a 27 ans, 28 ans, et où j'ai commencé à travailler comme salarié dans une entreprise. Et après 2-3 ans dans cette entreprise, après avoir changé d'entreprise, changé de secteur d'activité, j'ai eu une sorte d'appel à une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour être mon propre patron? Et à ce moment-là, il y avait beaucoup d'entreprises européennes et principalement françaises qui s'intéressaient à Singapour et qui s'installaient à Singapour. Et j'avais fait le diagnostic à l'époque qu'un certain nombre d'entreprises, surtout ce qu'on appelle aujourd'hui des ETI, à l'époque, ce n'était pas forcément un terme qui était très utilisé, des PME, des PMI, des grosses PMI, avaient finalement des besoins particuliers qui étaient des besoins de support au niveau local. Et donc, je me suis dit, je vais créer une entreprise qui va les aider à s'installer à Singapour. Donc, on va créer des filiales et puis surtout, on va leur proposer des services englobants de gestion. En leur disant, voilà, vous venez à Singapour, vous vous concentrez sur le développement d'affaires, sur la vente, sur votre expertise technique ou commerciale, et nous nous occupons de la gestion de votre filiale sur des aspects administratifs, comptables, fiscaux, sociaux et juridiques. Donc, un mélange d'expertise comptable, de fiduciaire, de cabinet juridique. Et voilà, j'ai démarré comme ça, avec 2-3 clients, et puis ça s'est développé. Et au fil des années, plus de clients, on a développé l'équipe jusqu'à arriver à une équipe assez importante avec plusieurs centaines de sociétés accompagnées. Et puis, il y a maintenant de cela 6 ans, 7 ans, suite à une rencontre avec une entreprise française, aussi dans le conseil,
j'ai envisagé la possibilité finalement de m'associer et puis en bout de course de céder mon entreprise à ce groupe. C'est une multinationale du conseil de taille moyenne, d'origine française. Et donc voilà, donc ça s'est fait quand même sur une période assez longue. Et puis en parallèle, d'autres activités, d'autres initiatives de participation à la création d'entreprises, dans l'éducation, dans la technologie. Donc voilà, un parcours un petit peu un peu éclectique par moment, mais quand même avec une ligne directrice qui reste l'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs aussi, principalement français dans leur approche, leur découverte de Singapour et de l'Asie du Sud-Est en général. D'où la référence que je faisais en ce début d'émission au terme patriotisme et humanisme, parce que votre entrepreneuriat, effectivement, consiste à aider des gens à s'implanter à Singapour. Alors, les sociétés auxquelles vous avez conseillé de venir s'installer à Singapour, quel était votre argumentaire, je dirais? Qu'est-ce que vous leur disiez pour leur dire, pour qu'elles viennent chez vous finalement, parce que c'était déjà un petit peu chez vous? Alors, il y a deux choses. D'abord, il n'était pas vraiment nécessaire de les convaincre de venir à Singapour ou de venir en Asie. La plupart du temps, en tout cas pendant à peu près une vingtaine d'années, quand j'étais autonome ou indépendant avec mon cabinet, les gens venaient à Singapour parce qu'ils avaient déjà envie de venir en Asie. Et donc là, il n'y avait pas besoin de les convaincre. Après, effectivement, on leur expliquait alors pourquoi Singapour et pas d'autres villes de l'Asie, qui pourraient être Bangkok ou Kuala Lumpur à une époque. C'est surtout que Singapour est clairement la porte d'entrée sur l'Asie du Sud-Est, comme pendant très longtemps Hong Kong a été la porte d'entrée sur la Chine. Donc il y avait vraiment cet intérêt pour Singapour. Et oui. Je vous interromps, pardon Stéphane. Vous dites c'était la porte d'entrée sur l'Asie. Est-ce que vous estimez que pour un jeune entrepreneur français, un jeune patron de boîte français, aller développer son entreprise à l'étranger, il est mieux de le faire en Asie que par exemple aux États-Unis ou ailleurs? Alors, excellente question. Le marché américain, on le voit, hein, je l'ai vu pendant 25 ans, beaucoup d'entrepreneurs qui regardent vers l'Ouest, enfin, vu de France, évidemment. Voilà, le rêve américain et effectivement la réalité aussi d'un marché de plus de 300 millions de consommateurs où tout est possible. Ensuite, quand on rentre dans le dur, et effectivement, ça je l'ai vécu ces dernières années, c'est qu'en fait, entrer aux États-Unis, c'est difficile. C'est très difficile, c'est très coûteux. Et beaucoup y vont et ils perdent beaucoup d'argent ou en tout cas ne sont pas forcément toujours préparés en termes de ressources ou en termes de ressources financières pour attaquer un aussi grand marché qui est quand même très protégé quand on regarde de plus près et puis qui finalement n'est pas qu'un seul pays mais qui est plusieurs dizaines d'États. Donc pas si facile que ça les États-Unis. Maintenant, on regarde de l'autre côté, on regarde vers l'Est et effectivement, en ce qui concerne l'Asie, alors il y a la Grande Asie avec la Chine qui est déjà un territoire en tant que tel, et puis ensuite l'Asie du Sud-Est où effectivement pour des entrepreneurs, et on voit beaucoup de startups depuis quelques temps et des entrepreneurs, où le ticket d'entrée est peut-être plus abordable, tout en ayant conscience que l'Asie du Sud-Est est un territoire très divers. C'est 10 pays si on prend l'ASEAN et que la culture, les habitudes, même les marchés en termes de consommation ou autres sont très différents entre Singapour et son voisin qui est à 30 km d'ici en Malaisie et qui est très différent de la Thaïlande, qui est différent du Vietnam, des Philippines ou de l'Indonésie. Donc des très belles opportunités, mais effectivement là encore des différences assez notables d'un pays à l'autre. Quand vous parlez de tickets moins chers sur le continent asiatique et donc en l'occurrence à Singapour, qu'est-ce que vous entendez par ticket moins cher? Qu'est-ce qui coûte moins cher? Alors, je dirais que ce qui coûte moins cher, c'est en termes d'implantation sur l'Asie du Sud-Est aujourd'hui pour trouver en termes de monter son équipe, de monter des bureaux, de trouver des bureaux, de mettre en place une équipe en termes de salaire. À ma connaissance, dans ce que j'ai pu voir depuis quelques années,
les budgets seront plus contrôlés, en tout cas seront moins importants qu'aux États-Unis, où finalement le coût de la vie, le coût des employés, enfin employer des gens et des salariés aux États-Unis peut être quand même très très cher, surtout quand on veut de l'expertise, des frais de compliance juridique qui sont très importants, et effectivement un espace absolument gigantesque qui peut être très cher à couvrir, alors que sur l'Asie, alors là, on parle avant Covid. Aujourd'hui, effectivement, avant la Covid, parce qu'aujourd'hui, tout a été bouleversé et les déplacements sont impossibles aujourd'hui. Donc, mais en temps normal, effectivement, on a énormément, en 25 ans, j'ai vu énormément de sociétés commencer à s'installer à Singapour et rayonner sur toute la région. Une région aussi qui représente 360 millions d'habitants et de consommateurs potentiels, même si effectivement le pouvoir d'achat d'un Indonésien n'est pas le même que le pouvoir d'achat d'un Européen ou d'un Nord-Américain. Donc voilà, ceci étant, après en termes d'opération, en termes de déplacement, il y avait effectivement une fluidité ici en Asie qui permettait de faire beaucoup de choses dans beaucoup de pays et de couvrir l'Asie du Nord depuis Singapour, l'Inde et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, Singapour, sur la carte, c'est le cœur de l'Asie et de l'Asie-Pacifique. Et donc d'un seul pays, on peut rayonner sur des dizaines de pays. Alors, Stéphane, il y a quelque chose qui vous donne entièrement raison. Ce sont tous les classements d'attractivité qui sont faits sur les différentes zones du monde. Singapour arrive toujours en tête ou très très près de la tête des zones d'attractivité pour des entrepreneurs venus d'étrangers, mais surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Est-ce que c'est vrai ailleurs, dans d'autres secteurs, ou est-ce que Singapour, le cœur de l'Asie, le cœur financier de l'Asie, est plus prêt à accueillir des nouvelles technologies, des sociétés, des startups dans la nouvelle technologie que d'autres sociétés? Alors oui, ils sont très friands effectivement de tout ce qui est tech. Alors on est biotech, fintech, vous mettez tout ce que vous voulez et tech derrière, ça marche très bien. Effectivement, ce qui agritech, ce qui a du sens, parce que nous sommes un tout petit pays, donc de toute façon, il y a un certain nombre d'industries qu'on ne peut pas accueillir. De toute façon, si on prend sur l'aspect, par exemple, industriel, il y a de l'industrie à Singapour, plus qu'on ne le pense d'ailleurs. C'est pas que du service, mais ce sont généralement des industries très spécifiques, des industries de pointe à forte valeur ajoutée. Donc voilà, donc ça existe encore. Et puis après, il y a tout le milieu des startups, de la tech, et effectivement, Singapour a fait un pari depuis déjà de nombreuses années, parce que il faut bien avoir conscience que nous avons en face de nous des gens qui réfléchissent et qui se projettent à moyen et à long terme. En termes de développement, en termes de développement des infrastructures, même en termes d'urbanisme. C'est assez extraordinaire de penser que le Singapour d'aujourd'hui a littéralement été pensé il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et qu'aujourd'hui, on a déjà une idée, mais elle est pratique, on peut la voir. Il y a des maquettes qui nous présentent Singapour dans 20 ou 30 ans. Et cette approche est aussi vraie en termes de développement. Ils ont fait le pari il y a 25 ans sur la technologie, sur la biotech, sur l'éducation, sur le médical, tout ce qui est le healthcare. Et donc, on a des infrastructures de soins absolument exceptionnelles et aussi toute une partie de recherche, de tout ce qui touche à la recherche médicale sur la santé, qui bénéficie d'énormément de financement, que ce soit des subventions ou des investissements. Donc voilà, ça c'est leur objectif, parce qu'on est tellement petit que de toute façon, il faut des industries et des secteurs d'activité qui créent de la valeur ajoutée. Et qui puissent aussi, ça c'est presque une clé de lecture presque politique, qui permettent aussi de tirer vers le haut la population, c'est-à-dire les Singapouriens, en termes d'éducation et en termes de positionnement dans les entreprises, pour les faire monter et pour avoir des ressources et une population qui soit bien formée et qui puisse créer de la valeur et être intégrée dans une chaîne de valeur.
Et Stéphane, et cette attractivité de Singapour qui dure, vous le dites vous-même, depuis plus de 30 ans, vous y êtes vous-même depuis bientôt 28 ans, est-ce qu'elle a encore une marge de progression ou est-ce qu'à un moment donné, ça va s'essouffler? Est-ce que le relais risque d'être pris, j'imagine que c'est peut-être une crainte pour vous, risque d'être pris par d'autres régions du monde? Alors, c'est une question qu'on se pose tous depuis, alors moi depuis 28 ans et les Singapouriens depuis la création de Singapour en 1965. Et il y a eu des moments dans l'histoire que même moi j'ai connu, hein, avant la crise asiatique dans les années 90, où on s'est dit Singapour va peut-être être rattrapé typiquement par Kuala Lumpur, qui avait développé une infrastructure, des buildings, enfin voilà, une sorte, voilà. Et finalement, la crise asiatique est arrivée et beaucoup des pays de la zone se sont arrêtés, se sont écroulés. Singapour a résisté. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, même dans les moments difficiles, il y a des ralentissements ici, mais il y a toujours ces critères qui sont très forts d'attractivité, qui sont la sécurité, la stabilité, des infrastructures absolument exceptionnelles. Et alors là, pour vous dire ce qu'on vit depuis un an, il faut dire qu'ils ont très bien géré la crise. Alors au début, comme dans beaucoup de pays, c'était un petit peu, bon, il y a eu quelques hoquets et encore, ceci étant, aujourd'hui à Singapour, nous avons une vie, je peux vous le dire, normale. Vraiment, alors on met des masques quand on sort, mais enfin voilà, mais on a une vie normale. Tous les commerces sont ouverts, les entreprises fonctionnent, les bureaux sont ouverts, les gens vivent normalement, les écoles sont ouvertes. Donc, il y a peut-être, on se serait parlé il y a 8-9 mois, beaucoup d'expatriés se disaient, on a été bloqués ici, hein, littéralement, hein. Assez dur, hein. C'était pas, oui, on fait un petit peu de ça. Non, non, c'était bloqué. Et beaucoup d'entre nous, moi le premier, trouvaient ça un peu dur. Et beaucoup se posaient, oh là là, on va pas rester à Singapour, c'est une prison, c'est pas possible. Oui, sauf qu'aujourd'hui, tous ceux qui disaient ça ont changé d'avis parce que finalement, on fonctionne tout à fait normalement. Alors oui, on ne peut pas vraiment sortir ou revenir c'est pas très facile, voire vraiment peu conseillé. La réalité, c'est que le pays tourne. Le pays tourne très bien. Donc ça, je pense que c'est un élément qui va jouer encore dans le futur pour remettre Singapour sur la carte. Et puis aussi l'indépendance. C'est-à-dire que notre grand concurrent, c'est Hong Kong. Il faut dire ce qui est, hein, ça a toujours été vrai depuis 50 ans. Bon, Hong Kong a du plomb dans l'aile quand même, hein, avec voilà. Ouais, en termes d'image, vous voyez, moi je vois ça d'ailleurs, hein, je vois ça de loin, mais je me demande, et vous allez peut-être être à même de me le confirmer ou me l'infirmer, Stéphane, je vois ça de loin, mais j'ai l'impression qu'Hong Kong a quand même une moins belle image que celle de Singapour, vu de chez moi, hein, c'est-à-dire de bien loin. Bah, effectivement, ce qu'on voit à Singapour depuis quelque temps, hein, depuis un peu plus d'un an, a créé quand même énormément a déstabilisé Hong Kong. Nous, ce qu'on voit, mais ça a déjà commencé depuis 2-3 ans, sur le secteur de la finance, par exemple, clairement, énormément d'entreprises, surtout des fonds, des family office, tout ce qui touche de près ou de loin au fund management, se sont rapatriés sur Singapour pour des raisons de confidentialité et de se dire que le problème de Hong Kong aujourd'hui, c'est que c'est la Chine. Donc, quoi qu'on fasse, on est sous surveillance, si je puis dire. Donc, si on veut de la confidentialité, on veut être tranquille, vaut mieux être à Singapour. Donc, ça, c'est sur l'aspect financier. Et puis, effectivement, quand même pas mal d'éléments qui montrent une prise de contrôle très importante donc de la Chine. Et en même temps, Hong Kong a beaucoup perdu depuis une quinzaine d'années, on va dire, avec l'ouverture de Shanghai. C'est-à-dire que Hong Kong était la porte d'entrée sur la Chine pendant des décennies, voire depuis le siècle dernier et avant. Aujourd'hui, si on veut aller faire du business en Chine, on va en Chine. On passe plus vraiment par Hong Kong, on va à Shanghai. C'est vrai. Voilà. Donc Singapour, effectivement, attire beaucoup. Un autre élément, là je parle vraiment plutôt à la communauté des expatriés, hein, c'est aussi la qualité de vie. C'est-à-dire que Singapour, en termes, par exemple, de qualité de l'air, en termes de qualité de vie, il y a quand même un avantage concurrentiel. L'immobilier
est très cher, mais reste plus abordable qu'à Hong Kong. Donc, le coût de la vie est quand même en dessous de Hong Kong. Et on voit beaucoup d'expatriés faire enfin, quitter Hong Kong pour venir à Singapour, surtout quand ils ont des familles. C'est marrant, quand on vous écoute, Stéphane, on a l'impression que vous aimez beaucoup Singapour. Oui, oui. Oui, c'est curieux cette impression que ça donne. Bah oui, j'aime Singapour, j'y vis depuis longtemps, donc si j'aimais pas, il aurait fallu que je parte, ou alors il y a quand même, il faudrait que je voie un médecin, mais oui, j'aime beaucoup. Je pense qu'en plus, je dois reconnaître que Singapour, comme on dit en anglais, it's been good to me. Enfin, Singapour m'a permis de créer une entreprise, de la développer. J'ai créé aussi j'ai créé une famille à Singapour. Mon épouse est asiatique et on a je dirais vraiment une qualité de vie qui est assez exceptionnelle. Alors, qui est un petit peu en ce moment particulière parce que c'est tout petit Singapour, hein, c'est 700 km², hein, donc là depuis un an on n'a pas pu sortir. Moi c'est la première fois en 27 ans que je ne suis pas sorti depuis à peu près un peu plus d'un an. Normalement on a aussi cette liberté de pouvoir voyager dans la région et c'est très très agréable de pouvoir en 2 heures être en Indonésie, être en Thaïlande, être en Malaisie et découvrir cette très très belle région de l'Asie du Sud-Est. Bon, Stéphane, on va refermer la parenthèse vie à Singapour parce que ça fait déjà 21 minutes et 39 secondes qu'on parle ensemble. Il nous reste moins de 10 minutes et il y a encore beaucoup de sujets à aborder. Et le premier sujet, c'est que je voudrais savoir quelle est la vie de Stéphane Benoît à Singapour, sa vie quotidienne entre le moment où il se lève le matin et le moment où il se couche le soir. Qu'est-ce qu'il fait professionnellement? Alors, très bonne question. Professionnellement. Alors, en fait, depuis, donc j'ai vendu ma société, j'ai quitté la direction de mon entreprise qui n'était plus mon entreprise il y a quelques temps. Et donc, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire sur la prochaine période de ma vie. J'ai encore une bonne, disons, une quinzaine d'années devant moi. Et donc, aujourd'hui. Pardon, je vous interromps. Vous avez quel âge, Stéphane? On l'appelle 52 ans. 52 ans. D'accord. Pardon. Donc, voilà. Donc, je suis retourné à l'école il y a un peu plus d'un an, voilà, pour fouiller des sujets qui sont plutôt des sujets stratégiques sur la gouvernance en particulier. Et donc aujourd'hui, mon activité professionnelle est divisée en différentes parties. J'ai recréé un cabinet de conseil où j'accompagne des entreprises sur leur développement et puis aussi sur des sujets plus stratégiques qui sont des sujets de gouvernance et d'organisation interne. J'ai une autre activité qui n'est pas professionnelle mais qui me prend du temps et qui va m'en prendre de plus en plus. C'est je travaille avec l'INSEAD, avec le Corporate Governance Center de l'INSEAD, où j'ai été nommé il y a quelques semaines comme Director in Residence. Donc, c'est du volontariat, évidemment, où je vais accompagner le centre, je vais les aider sur l'organisation et le développement d'un certain nombre d'initiatives, sur la gouvernance et en particulier sur la gouvernance climatique et sur le développement durable. Donc, voilà, ça fait aussi partie des sujets, des choses que j'ai envie de faire. Et ensuite, j'ai une activité vraiment de conseil et d'accompagnement d'un certain nombre de sociétés à Singapour sur du développement d'affaires. Et donc voilà, donc j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir un petit peu créer ce qu'on appelle, alors je n'ai pas l'équivalent en français, j'essaie toujours de parler français le mieux possible, j'essaie d'éviter les mots anglais, de portfolio career, je ne sais pas comment on traduirait ça en français, mais ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup maintenant, donc voilà, différentes activités, mais avec quand même une certaine cohérence, et ce qui est important, une recherche de sens. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie aujourd'hui, et j'ai cette chance ou ce luxe de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler sur des projets qui ont du sens. Et voilà, donc ça, c'est un élément important dans mes choix aujourd'hui. Alors, la recherche de sens chez le quinca que vous êtes, on la comprend tout à fait. Maintenant, vous nous avez dit que pour un jeune qui voulait créer son entreprise, il était plus facile d'aller le faire, c'était moins cher de le faire à Singapour que de le faire par exemple aux États-Unis. Mais sauf qu'un jeune, quand il crée son entreprise,
il y a toujours une partie de sa tête dans laquelle il se dit mais il faut que je gagne de l'argent. Alors la question, elle est simple, est-ce qu'il est plus facile de gagner beaucoup d'argent à Singapour que ailleurs? Ça peut pas être plus clair comme question. Je pense que c'est difficile partout. Je vais répondre comme ça, c'est difficile partout. Il y a pas, je ne connais pas d'endroit, surtout à cette époque. Peut-être il y a 25 ans, bon, mais aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est beaucoup d'efforts. Déjà, voilà, il faut travailler pour. Ce sont des opportunités qui se présentent, qu'il faut être en capacité de saisir, être au bon endroit, la bonne personne au bon endroit au bon moment. Maintenant, non, je pense que c'est difficile partout. On voit beaucoup de gens qui viennent ici, ils essayent, certains réussissent, certains galèrent, et ce sera pareil en Amérique du Nord, et ce sera pareil dans beaucoup de pays. Vous parlez avec beaucoup d'expatriés. Je pense que j'en connais pas qui me disent, ou moi je connais personne qui va dire oui, c'est facile. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont fait de très belles réussites. Mais derrière ça, c'est des années et des années de travail, des échecs. Mais voilà, de la résilience, et on continue et on y croit, et à un moment ça va se faire. Et je dirais qu'après, l'aspect de facilité, il n'est pas dans le faire de l'argent, il est dans le processus ou dans le cadre. Si je compare avec d'autres pays, dont certains pays européens, on a il est moins lourd ici, par exemple, de gérer une entreprise, de la créer. La pression fiscale est beaucoup moins importante, la pression sociale aussi, et on n'a pas toutes ces normes, voilà. Enfin, ça c'est vrai. Je veux dire, la réalité, c'est qu'il est quand même beaucoup plus facile de gérer une entreprise à Singapour que si je prends certains pays européens, même si dans beaucoup de pays ça s'arrange. La différence peut-être avec d'autres pays, si nous prenons Singapour, c'est que quand vous réussissez et que vous, par exemple, vous vendez votre entreprise, ah ben là, il y a quand même un avantage, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition. Donc, effectivement, je dirais la récompense est importante, puisque vous allez pouvoir bénéficier je dirais de 100% de la valeur de votre entreprise, en tout cas de la cession de votre entreprise. Donc, sur ces points-là, oui, peut-être, en tout cas, il est plus facile de monter et de vendre des entreprises. Rapidement, Stéphane, vous avez gagné beaucoup d'argent, vous, à Singapour. Vous me dites si vous me trouvez indiscret. Non, enfin, c'est pas indiscret. Beaucoup d'argent. Enfin, oui, enfin, beaucoup. J'en ai gagné suffisamment. Enfin, j'en ai gagné plus que j'en aurais probablement gagné si j'étais resté salarié. Certainement, je me dis que quand on est entrepreneur, si on arrive à créer une entreprise, à créer de la valeur, et un jour de réaliser cette valeur, effectivement, il y a un effet de levier qui est très, très important. Après, j'ai autour de moi des entrepreneurs qui ont gagné beaucoup, beaucoup plus, parce qu'effectivement, ils étaient dans des activités typiquement du digital, où les valorisations des entreprises sont 10, 50, 100 fois plus importantes. Donc là, on est sur des réussites absolument phénoménales. Stéphane, toute votre vie, vous avez fait du conseil au travers des entreprises que vous avez créées. Vous avez conseillé des jeunes Français qui souhaitaient installer leur entreprise à Singapour. Ce sera peut-être ma dernière question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quelque part, est-ce que l'homme, Stéphane Benoît, il n'a pas l'impression quelque part d'avoir planté un petit drapeau français sur le sol de Singapour? Oh, si, quelque part, d'autant plus que je suis resté très proche de la France. Je m'intéresse à ce qui se passe en France. J'essaie dans des activités non professionnelles de porter la tradition française, que ce soit lié à la gastronomie, à une époque à l'éducation, à travers la création d'une école française. Oui, je pense qu'effectivement, chacun d'entre nous, alors certains peut-être plus que d'autres, représentons un petit bout de France, et nous en sommes très fiers d'ailleurs. Enfin, moi, je suis très fier de pouvoir aider des entrepreneurs français, des entreprises françaises, et puis de représenter effectivement un petit bout de France
à Singapour. Donc, c'est une réalité. Je pense que c'est quelque chose que je vois chez beaucoup d'expatriés français à Singapour ou dans d'autres pays de la région. Voilà, Stéphane, eh bien, vous nous ramenez avec votre conclusion à ce qu'on pressentait de vous en ayant juste lu des choses sur vous, à savoir que dans tout ce que vous avez fait depuis bientôt 30 ans, il y a une grande part de patriotisme, il y a une grande part d'humanisme également dans tout ce que vous avez fait. Merci, merci Stéphane Benoît d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.